Le barrage de la Rance, j'en pense que du bien, pour la bonne raison que maintenant c'est une route obligatoire. Tous les gens passent par là. Puis en plus, le cadre est magnifique. S'il fallait faire le tour, je le ferais certainement pas. Pour le barrage, oui. Enfin bon, d'après les rumeurs, il serait pas rentable maintenant. C'est une production bretonne et c'est quasiment la seule production bretonne. Donc on est un peu fiers. Dans certains quartiers, immeubles vétustes et insalubres, Un ensemble urbain magnifique. On craint une pollution nouvelle. 120 logements ont été démolis. Depuis 13 ans, on a fait pétition sur pétition. Vous avez qu'à laisser tel que c'était, c'est de l'argent foutu en l'air. Le pont sera terminé dans moins de 2 ans. C'est fini, c'est une page qui va être tournée. Il n'y a jamais eu aucune concertation. Tous les dysfonctionnements de la société urbaine. Besoin de renouveau. Si en Bretagne on s'éclaire grâce au soleil et à la lune, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas l'électricité. Sur la côte d'Émeraude, là où la Manche et l'océan Atlantique se rencontrent, l'attraction conjuguée des deux astres crée des marées parmi les plus fortes d'Europe. Entre Saint-Malo et Dinard, la mer s'engouffre dans les terres sur 20 km. C'est l'estuaire de la Rance. Et c'est ici précisément que les ingénieurs d'EDF ont choisi d'installer en 1966 la première usine marémotrice. Cet exemple du savoir-faire made in France reste unique au monde pendant 40 ans. C'est seulement en 2010 qu'une nouvelle usine voit le jour en Corée. Alors la production marémotrice de la Rance n'aurait pas totalement tenu ses promesses ? Ou alors la France a vraiment un demi-siècle d'avance sur l'énergie renouvelable ? Quoi qu'il en soit, les cerveaux d'EDF ne sont pas allés chercher leur idée trop loin. Sur les bords de la Rance, les habitants vivent depuis toujours au rythme de la marée. Ils n'ont pas eu besoin de calculs savants pour comprendre qu'ils pouvaient l'utiliser. Comme le vent pousse les ailes du moulin, tout au long de la Rance, la marée fait tourner les roues à aubes et les meules à grains. Le maire du village de la Vicomté-sur-Rance veille sur une de ces bâtisses du XIIe siècle. C'est quand même quelque part l'ancêtre du barrage de la Rance. Le gardien du moulin. Alors au fort coefficient de marée, l'eau arrive à 50 cm du sommet de la digue. À marée montante, la marée pousse sur cette porte suspendue à cet axe horizontal. Elle s'ouvre, l'eau de la mer pénètre dans l'étang, ici. Et c'est quand la mer est suffisamment basse, comme maintenant exactement, que l'on va pouvoir mettre le moulin en marche en utilisant l'eau qui a été stockée précédemment. On entend l'eau qui arrive sur la roue à aube, et là, normalement, elle tourne. Les deux marées quotidiennes ne font fonctionner les moulins que quelques heures par jour. Alors de là à produire de l'électricité à l'échelle industrielle, le pas technologique n'est pas encore franchi. Pourtant, dès les années 20, les études se succèdent pour imaginer remplacer les roues à aube par des turbines. Mais le projet pharaonique pour l'époque devra attendre un contexte favorable pour passer de la tête des ingénieurs à celle des décideurs politiques. À l'époque, le problème de la France, c'était de produire de l'électricité pour pouvoir suivre la consommation. Monsieur Hydraulique. Il faut se rappeler de la situation énergétique française dans les 30 Glorieuses. Donc on a une consommation qui augmente de manière très régulière. Et donc la France doit mettre sur le réseau des centrales de production pour pouvoir suivre la consommation. C'était l'époque du paquebot France, c'était l'époque du Redoutable, c'était l'époque du Concorde, voilà. Donc toutes les choses nouvelles qui pouvaient mettre en avant la technologie française étaient quand même attiraient beaucoup le général de Gaulle. Et donc, quelque part, c'était un prototype qui l'intéressait pour voir si on pouvait aller plus loin. Je ne sais pas si l'affaire de Suez n'a pas, dans une certaine mesure, un peu, permis aux scientifiques de convaincre le pouvoir de se lancer dans cette expérience. L'homme politique. Suez, c'est le blocage du canal. Et le canal de Suez, c'est la voie obligée pour notre énergie pétrolière. Disons que les scientifiques qui voulaient faire cette usine marémotrice ont trouvé matière dans l'actualité internationale pour dire il faut qu'on se... Il y a un peu d'indépendance nationale derrière, quoi, hein. Et on va dire que la période gaulliste était plutôt favorable à entendre ce discours sur l'indépendance nationale. La Bretagne de l'après-guerre peine à se développer et son déficit énergétique est handicapant.
L'usine marémotrice arrive à point nommé. Mais encore faut-il lui trouver un site. Si la gigantesque baie du Mont-Saint-Michel est d'abord envisagée, on trouve plus raisonnable de tester le projet sur une plus petite échelle. Le site voisin de l'estuaire de la Rance est le seul autre en France à réunir toutes les conditions. Le chantier de la Rance, c'était une grande aventure des années 60. Il faut imaginer que quand on a fait le chantier de la Rance, on n'avait jamais construit d'usine marémotrice et on n'avait jamais barré un estuaire de cette taille-là. L'estuaire de la Rance, la marée, lorsqu'on est sur des grands coefficients de marée, c'est plus que le Rhône en crue. Le feu vert est donné en 1961. C'est un de ces grands chantiers qui voient s'affronter les hommes et la nature. Et il aura fallu pas moins de 500 ouvriers et 3 années pour fermer un estuaire soumis aux courants les plus violents d'Europe. 2 rangées de bâtards d'eau créent une piscine qu'on videra pour accrocher un barrage de 750 mètres sur le fond de la Rance. Et dès 1965, les toutes nouvelles turbines Kaplan, conçues pour l'occasion, sont installées dans leur sarcophage de béton. En 1966, le barrage est mis en eau. La Manche et la Rance se retrouvent après 6 années de séparation sous le regard comblé du général. En célébrant aujourd'hui et ici l'achèvement d'une des réalisations les plus impressionnantes de ce siècle, nous sentons tous combien l'événement est symbolique en raison du moment et du lieu. Merci, mon général. Depuis ce jour, rien n'a vraiment bougé dans le barrage. Plus qu'une visite guidée, c'est un voyage dans le temps que nous offre son directeur. On est vraiment dans les années 66. Monsieur Mégawatt. Lorsqu'elle a été conçue et lorsqu'elle a été inaugurée, je pense que si on retrouve des photos, on retrouverait ces synoptiques. Et ça fonctionne très bien après pratiquement 50 ans d'exploitation. Mais qu'est-ce que 45 ans d'existence quand on sait que l'idée a plus de 8 siècles? Quand la marée monte, l'eau s'engouffre dans le barrage, fait tourner les turbines et remplit l'estuaire. Ensuite, le barrage retient l'eau quelques heures, le temps que la mer redescende. Une fois qu'on a une différence suffisante entre les niveaux de l'estuaire et de la mer, la grande baignoire créée par EDF dans la Rance se vide en repassant dans les turbines. C'est le fameux double effet. Alors la difficulté, on l'a compris, c'est qu'il gère le régime, enfin du coup, le régime des eaux de la Rance dépend en quelque sorte des besoins en énergie. C'est-à-dire, on fait monter ou descendre un peu en fonction du tableau de bord d'EDF. Et c'est cela qui aurait permis à l'usine marémotrice d'atteindre son seuil, on va dire, de viabilité. Dans cette usine, une trentaine de personnes suffisent à faire fonctionner les machines. Et c'est en s'infiltrant dans des conduits sous-marins que l'on accède à l'une des 24 turbines Kaplan. Là, on est dans le conduit. C'est ici que l'eau passe. C'est ici que l'eau vient entraîner la turbine. Théoriquement, cette enceinte, elle est entièrement noyée. Et il faut bien imaginer que d'habitude, le flot de la marée traverse la machine dans les 2 sens à chaque marée. Et c'est vrai que lorsque la ménagère veut faire cuire sa pizza, c'est ces machines qui alimentent en électricité son four, par exemple. Alors les machines unitaires, de façon unitaire, elles font 10 mégawatts. L'énergie produite par le site, c'est environ 500 gigawatts, l'équivalent de l'agglomération d'une ville comme celle de Rennes. L'usine marémotrice, c'est un quart de l'énergie produite en Bretagne, mais seulement 4% de sa consommation. Le cadeau du général était bien généreux, mais c'est malheureusement une goutte d'eau dans la mer énergétique française. Annoncé comme la maquette du futur barrage du Mont-Saint-Michel, il semble même que les ingénieurs n'attendaient pas autre chose que de tester un nouveau joujou. Alors 45 ans plus tard, cette usine a-t-elle toujours un intérêt? Est-elle rentable? Le marémoteur, c'est une technique qui est très fiable, mais qui nécessite un investissement lourd à la base, puisqu'on a besoin de construire une usine avec un barrage qui peut être plus ou moins long. Donc celui-ci a la particularité d'être plutôt court, il fait que 750 mètres. Mais l'avantage du marémoteur, c'est qu'une fois que l'investissement est fait, il n'y a pas de frais de carburant, puisque le carburant, c'est l'eau de la mer, et que l'eau de la mer, elle est bougée par la marée. Donc l'énergie, elle est gratuite. Elle est gratuite, elle est certaine, et elle est prédictible. Donc c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et une usine marémotrice bien construite comme celle-ci, elle peut durer largement plus d'1 siècle. Donc c'est un investissement qui, au départ,
coûte de l'argent, mais une fois qu'on a eu le retour sur investissement au bout de quelques dizaines d'années, on se retrouve dans une situation où on a un équipement qui produit à très faible coût. D'un coût total de 788 millions d'euros, l'usine offrirait donc des kilowattheures rentables depuis quelques années seulement. Et à notre époque de crise du nucléaire, elle suscite même un regain d'intérêt qui surprendrait ses concepteurs. Car dans les années 60, personne n'imagine la fin des énergies fossiles et la technologie marémotrice paraît même un peu anecdotique. D'ailleurs, à l'époque, nos Bretons bien terre à terre étaient déjà un peu sceptiques. T'en rappelles-tu quand ils faisaient des sondages, là? Oui, très bien. Alors, les gens, ils disaient, tu crois au barrage, toi? Oui, mais personne n'y croyait. Nous, moi le premier. Tu crois au Père Noël, alors? Tu l'as dit. Je dis, si on avait seulement un pont, hein, c'est tout ce qu'il nous faudrait, le barrage. On s'en fout, hein? Oui. Avec plus d'élégance, on pourrait simplement dire que pour les Bretons, le barrage, ce n'est pas tellement une question d'énergie. Michel Pinouette est président de la communauté de communes de la Rive-Gauche. Il fait partie de ceux pour qui cette passerelle posée entre Dinard et Saint-Malo a tout changé. Concrètement, quand on commence à parler du barrage de la Rance, on ne sait pas qu'il y aura une route dessus. L'homme de la Rive-Gauche. La route, elle vient, c'est la cerise sur le gâteau, ça permet de passer d'une rive à l'autre, mais ça n'a jamais été le fondement même de l'histoire. Alors, ça a relié deux rives qui se méconnaissaient, à tel point que mes parents, tous les gens se mariaient avec des gens des Côtes-d'Armor, c'est-à-dire qu'on n'allait jamais à Saint-Malo. Et c'est vrai que c'est le symbole d'une vie nouvelle, d'une ère nouvelle, où les gens ont été travailler à Saint-Malo, où les gens ont découvert qu'il y avait le Mont-Saint-Michel, où les gens ont découvert qu'il y avait Paris. Moi, j'étais minot à l'époque, j'avais 10 ans, et c'est là que j'ai découvert le monde avec le barrage de la Rance. Côté rive droite, à Saint-Malo, on n'en pense pas moins. Ça a relié les deux villes de Dinard, qui était une ville un peu plus, je dirais, de résidence d'été, et Saint-Malo, qui était une ville qui se développait déjà pas mal. La chambre de commerce. Il faut savoir que nous, on allait prendre l'avion à Dinard, parce qu'il y a un aéroport à Dinard, et puis les gens de Dinard, ils venaient prendre le train à Saint-Malo. Ça a quand même amélioré terriblement les choses. Il y a des gens qui, de Saint-Malo, vont sur le marché de Dinard. Il y a des gens de Dinard qui viennent acheter des choses à Saint-Malo, ce qui était avant un peu une expédition. Justement, ces marchés, Laurent Bachelard les connaît bien. Il sillonne une partie de la semaine les routes de la côte d'Émeraude pour vendre son poisson fumé. Je vous emmène sur le marché de Dinard. Cette route-là pour aller à Dinard, c'est d'abord un énorme gain de temps puisque quand le barrage est fermé pour travaux, ce qui arrive assez rarement, quand même malgré tout, ça oblige à faire un détour de 25 voire 30 km. Quoi. Le seul autre pont sur l'estuaire de la Rance se situe 20 km en amont. Et vu les moyens de transport de l'époque, on comprend mieux pourquoi on n'allait chercher ni amour ni travail de l'autre côté de l'eau. Mais les temps changent et depuis la route sur le barrage, les commerçants malouins ne se font pas prier pour venir vider les poches des riches dinardais. On a marqué. Une petite queue comme d'habitude. Pour nous, dans notre activité, le marché de Dinard représente un petit tiers de notre chiffre d'affaires annuel. Le commerçant. Lorsque j'ai voulu m'installer à mon compte, j'ai choisi la région de Saint-Malo-Dinard parce que c'était la région de France où il y avait le plus de marchés sur le petit périmètre, avec énormément de marchés à Saint-Malo et en plus le marché de Dinard qui était vraiment tout près de Saint-Malo, avec une facilité d'accès qui était vraiment appréciable, quoi. Quand on regroupe Saint-Malo, Dinan, Dinard et même Cancale, quoi. Ça fait quand même un pôle d'activité assez intéressant. Tellement intéressant que, comme Laurent, 40 000 Bretons traversent le barrage chaque jour en voiture, en oubliant que sous le bitume, ça turbine toujours. Aujourd'hui, les gens ne savent même pas qu'on y produit de l'électricité. C'est-à-dire que c'est ça qui est assez surréaliste. On a fait quelque chose qui produit de l'électricité, qui pose aucun problème. On n'entend jamais parler du barrage de la Rance en tant que production d'énergie. Par contre, vous n'avez qu'à barrer pendant 2 heures le barrage de la Rance,
ben là, vous en entendez parler. Hein, et donc, c'est vrai que la route a pris le dessus sur la production d'électricité. Mais la route a aussi pris le dessus sur le passage des bateaux. Il ne faudrait pas oublier qu'avant le barrage, la Rance se déversait sans obstacle dans la mer, et les bateaux avec. Maintenant, toutes les heures, le pont se lève pour laisser passer dans l'écluse les plaisanciers. Et aux chaudes heures de l'été, quand les vacanciers doublent la population locale, les problèmes commencent. Alain Hugues, navigateur écolo, s'en amuse. Les gens, quand ils veulent aller à Dinard ou à Saint-Malo, ils savent qu'il ne faut pas partir à cette heure-là parce qu'ils vont avoir le barrage. Le marin. Oh là là, tu pars à -5, dans 5 minutes, il y a l'écluse. Oh, tu vas te retrouver bloqué, puis on peut se retrouver bloqué 20 minutes ou 25 minutes. Et les bateaux, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de place dans le sas pour les bateaux. Et ça m'est arrivé, encore cet été, mais ça arrive régulièrement à plein de gens. Et ben, on reste en Rance parce qu'on ne peut pas accéder à la mer, quoi, pendant l'été. Ça crée des comportements hyper agressifs, beaucoup de tensions. C'est plus une partie de plaisir, quoi. Ça n'a rien à voir avec la plaisance. On pourrait redonner un peu plus de place aux bateaux. D'ailleurs, dans le traité de concession du barrage de la Rance, hein, il y avait effectivement le libre accès à la mer. Je pense que c'est important, ça. Il y a le droit à la voiture aussi. Hein. La mer, c'est une chose, mais la voiture, c'était... À la limite, il y avait 3 bateaux, 4 bateaux, et puis il y avait 100 ou 200 voitures qui attendaient. Si en haute saison, le passage est problématique pour les voitures comme pour les bateaux, il a aussi offert aux navigateurs une belle contrepartie. Moi, je trouve que le barrage de la Rance, ça n'est pas rien. Et il y a sûrement des choses négatives, mais il y a aussi des choses positives, à savoir que ça fait un plan d'eau extraordinaire, et pour faire du bateau, c'est super. Faut voir que quand il n'y avait pas le barrage, la moitié de l'estuaire asséchait à chaque marée quand même. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas arriver, il n'y a pas de port à Plouer, il n'y a pas de mouillage sur le long des côtes, quoi, hein. Il y aurait beaucoup moins de possibilités de faire du bateau. Réduire le marnage favorise le développement de la plaisance et avec une partie du tourisme et de l'économie. Mais le développement de la navigation n'est pas le seul effet indirect de l'usine marémotrice. Comme tout bouleversement amène son lot d'opportunités, Philippe Orveillon, pêcheur professionnel, a pu développer sa nouvelle activité grâce au barrage. Je vais faire mon cormoran moyen. Ok. Allez, c'est parti. On va aller entre Saint-Suliac et le Minic-sur-Rance pour faire une petite journée de pêche à la coquille Saint-Jacques en plongée. Le pêcheur. On a pu avoir des autorisations de pêche de la coquille Saint-Jacques en plongée du fait qu'il y avait l'existence du barrage en fait. On avait un petit problème au départ, c'était un problème de cohabitation avec les pêcheurs traditionnels de coquille Saint-Jacques et le fait d'avoir une zone qui était fermée et non accessible aux pêcheurs à la drague, ça nous a permis de développer une pêcherie. C'est un peu le mur de Berlin de la pêche. Philippe est le pionnier de cette pêche écolo qui consiste à sélectionner directement sur le fond les plus belles coquilles. Depuis, la pêche professionnelle en plongée s'est développée au-delà de l'estuaire de la Rance. En fait, ce qui a été bien, c'est que ça a permis d'avoir une surface vraiment couverte en permanence par un minimum d'eau, plus grande que si ça a été les marées normales qui avaient géré les hauteurs d'eau. On n'aurait pas pu en avoir une quantité si grande si la surface de l'estuaire, à certaines périodes de l'année, était réduite à la portion congrue. Mais si aujourd'hui les coquilles Saint-Jacques pullulent sur les fonds de la Rance, ça n'a pas toujours été le cas. En 1966, alors que tout le monde se félicite de la grande réussite technologique, personne ne pense aux répercussions de ce chantier sur l'écosystème. Pourtant, on a bien fermé totalement un estuaire pendant 3 ans. Sans marnage, on fait de l'estuaire une piscine qui se dessale petit à petit. Quand les scientifiques s'y intéressent 5 ans après, il est déjà trop tard. Nicolas Desrois, chercheur à l'Ifremer, connaît bien la question. Suite à cette fermeture, il y a eu une mortalité quasi totale de la faune. Le scientifique. On avait très peu d'espèces qui étaient présentes à ce moment-là dans le bassin. Seules les plus résistantes, les moules, les gobies, ou des espèces très tolérantes.
Mais l'ensemble de la faune marine avait disparu. Quand on a rouvert et quand les marées sont venues, il y avait des moules. Alors, il y avait des moules, elles étaient grosses comme ça. C'est-à-dire qu'en 6 ans, on avait complètement tout chamboulé. Et aujourd'hui, on devrait refaire la même chose. Il faudrait des études d'impact avant, après, pendant, etc., etc. Là, ça s'est fait très tranquillement. Enfin bref. Donc les conséquences en termes de vie animale et de vie végétale n'ont pas pesé très lourd à l'époque dans les décisions qui ont été prises d'industrialiser la France. Si même EDF l'affirme, on peut sans aucun doute parler d'une catastrophe écologique. Mais à chaque époque, c'est priorité. Laissons le passé là où il est. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que l'écosystème s'est quelque peu modifié, mais somme toute, fonctionne. Par contre, un doute subsiste. Les poissons passent-ils le barrage librement ? Bon, les poissons notamment, ou les céphalopodes, ou les crustacés peuvent traverser les turbines parce qu'on a une vitesse de rotation qui est assez faible, en fait, de 96 tours par minute, ce qui permet à tout organisme, grosso modo, de moins de 1 mètre, de passer sans dommage. Nicolas Fantin, du Muséum national d'histoire naturelle de Dinard, ne partage pas le même avis. Si on raisonne à l'échelle de la zone côtière, eh bien moi, je pense que la Rance a eu un effet négatif. Le scientifique numéro 2. Il y a une série d'espèces très importantes qu'on appelle les espèces migratrices amphihalines, c'est-à-dire le saumon, la truite de mer, un peu moins connue la lauze, la lamproie, et très connue en ce moment l'anguille. Donc toutes ces espèces sont obligées de passer de l'eau douce à l'eau de mer pour accomplir leur cycle biologique. Et le premier rempart à cette migration, eh bien, c'est l'usine marémotrice. Parce que les poissons qui arrivent devant une turbine qui tourne, mais ça fait quand même une probabilité de se faire heurter par la turbine et de toute façon un impact au niveau de la variation très rapide de la pression. Donc ça affaiblit les capacités de migration des poissons qui passent par là. Alors passe ou passe pas ? Toujours est-il qu'un phoque du Mont-Saint-Michel a élu résidence sur les plages de la Rance. En plus de faire la joie des touristes, il permet à EDF de se décharger de toute responsabilité. Mais les riverains veillent au grain. Depuis 30 ans, ils se sont groupés en associations car l'artificialisation de l'estuaire les inquiète. Ce qu'on ne dit pas, c'est que le barrage peut, du fait qu'il n'a aucune contrainte, il peut changer n'importe quand son mode de fonctionnement. C'est d'ailleurs ce qu'il est en train de faire en ce moment, puisqu'en ce moment, il descend plus jamais en dessous de 7 mètres. Mais la bataille qui anime surtout ces riverains en colère, c'est la vase, un autre sujet qui porte à controverse. C'est presque un tas de fumier, quoi. Ça fait vraiment sale. Ça donne l'idée de décomposition. On doit être content de la situation telle qu'elle existe. Surtout pas faire de vagues, etc., etc. La Rance ne s'envase pas plus que les autres estuaires bretons. Est-ce qu'on peut comparer ? Or, le fonctionnement hydrodynamique de la Rance ici n'est pas du tout celui des autres estuaires bretons. Et comme l'envasement est fonction des conditions hydrodynamiques, c'est quand même un peu osé de comparer les deux. Il n'y a rien de scientifique derrière ça. L'association invoque à raison des questions de sécurité, mais au fond, le problème est plutôt lié au paysage. C'est forcément moins agréable d'aller se baigner avec de la vase qui glisse entre les doigts de pied. Je pense que personne n'a revu de château de sable sur la Rance depuis que le barrage est en service. Le riverain engagé. Les gens de Dinan, par exemple, venaient à la pêche au coq et venaient à la plage à la Villegée. Actuellement, ce n'est plus possible. La plage de la Villegée est recouverte soit de vases, soit d'herbus continentaux. L'estuaire s'envase, là-dessus au moins tout le monde est d'accord. Mais en revanche, c'est la responsabilité du barrage qui est au cœur d'un nouveau débat entre scientifiques. À partir du moment où on a de l'eau de mer qui rentre en eau douce, on a une flocculation de particules, on a un phénomène d'envasement. L'envasement est un phénomène naturel dans tous les estuaires. Et comme il y a une usine marémotrice au milieu de l'estuaire, on se dit ça doit être à cause de l'usine marémotrice, mais quand on va comparer à côté, on se rend compte que finalement, globalement sur l'ensemble de l'estuaire, l'envasement est comparable. Le problème, est plus lié à la perception humaine. Mais la perception humaine est-elle si peu fiable ? Malgré toute leur rigueur scientifique, aucun rapport n'apporte les mêmes conclusions. D'ailleurs, une nouvelle campagne de relevé d'envasement menée par un scientifique du CNRS cette fois est en cours. L'objectif est de comprendre si les nouvelles courbes de marée imposées par EDF ont des conséquences sur l'estuaire. La nature fait des choses d'une manière continue. Et encore un scientifique.
Par contre, pour le fonctionnement du barrage et pour avoir le meilleur rendement sur le plan d'électricité, elle ressemble, la marée, à plus une forme rectangulaire et ça entraîne un phénomène important pour nous au point de vue de l'environnement. Ça augmente le temps pendant lequel les particules qui sont en suspension dans l'eau sédimentent et font du sédiment au fond. Ces nouveaux sédiments qui viennent boucher le fond des baies sont estimés à 30 000 mètres cubes supplémentaires chaque année. On pense, sur l'époque que l'on a fait, c'est que sur ces 30 000 mètres cubes, au moins la moitié vient du barrage, vraisemblablement. Si l'usine marémotrice fonctionnait avec des étals moins longs, on aurait moins de précipitations des matières en suspension. Si l'usine marémotrice fonctionnait avec des niveaux hauts plus hauts, c'est-à-dire égaux à la hauteur des marées naturelles, on n'aurait pas la perte des présalés qui sont remplacés, comme on ne monte plus les niveaux suffisamment hauts, sont remplacés par de la végétation continentale. Il y a beaucoup d'estuaires qui s'entrepisent, qui ensuite, il n'y a plus rien. Il y a un petit pipi au milieu, ou éventuellement, enfin le pipi c'est la rance, c'est rien comme débit, c'est complètement négligeable. Et on pourrait ne plus avoir d'estuaires. Je pense que personne dans la région serait heureux de ne plus avoir d'estuaires. D'autant plus que sans estuaire, plus d'usines marémotrices. EDF a donc tout intérêt à s'impliquer dans le désenvasement. L'entreprise a d'ailleurs financé des expérimentations de pièges à sédiments. Mais pour l'instant, aucune mesure durable n'a été prise. Alors finalement, quel est le résultat de l'équation production d'électricité moins impact environnemental? L'énergie verte est-elle si vertueuse? Quand on reprend le Grenelle de l'environnement, le Grenelle de l'environnement dit quoi? Entre beaucoup de choses, mais entre autres choses qui nous intéressent aujourd'hui, il dit produisons de l'énergie renouvelable, hydroélectrique entre autres. Donc là, le barrage de l'usine marémotrice joue ce rôle-là. Et dans le même temps, travaillons sur la trame bleue et verte, c'est-à-dire les continuums écologiques. Voilà. Donc là, en l'occurrence, on est coincé puisque les objectifs sont opposés. Donc comment faire en sorte que ces deux objectifs soient atteints? Pendant 40 ans, on a fait de l'énergie pour faire de l'énergie. Et depuis quelques années, on se dit ce serait quand même bien de faire de l'énergie renouvelable. Donc l'énergie renouvelable, il y a plusieurs sources. Tout le monde sait qu'on ne peut pas faire une seule source d'énergie renouvelable, c'est pas possible, il faut avoir un mix énergétique. Et donc les énergies marines sont revenues sur le devant de la scène à ce moment-là. Et on s'est dit, ah ben mince, on en a une énorme qui est chez nous et on la méconnaît, entre guillemets. Donc ce qui explique un regain d'intérêt pour l'usine marémotrice. Finalement, peut-être ne faut-il pas trop attendre du barrage de la Rance. L'usine marémotrice n'est qu'un prototype, mais à ce titre, il est plutôt réussi. Des ingénieurs du monde entier se pressent pour voir fonctionner ces belles turbines, mais aussi pour constater ses impacts sur l'environnement et ne pas reproduire les erreurs. C'est l'essai grandeur nature qui permet à la France d'être la vitrine d'une technologie à venir. Alors même si les mouettes ont les pattes dans la vase, à chaque marée, elles crient « Cocorico ». Dans certains quartiers, immeubles vétustes et insalubres, un ensemble urbain magnifique. On craint une pollution nouvelle. 120 logements ont été démolis. Depuis 13 ans, on a fait pétition sur pétition. Vous avez qu'à laisser tel que c'était, c'est de l'argent foutu en l'air. Le pont sera terminé dans moins de 2 ans. C'est fini, c'est une page qui va être tournée. Il n'y a jamais eu aucune concertation. Tous les dysfonctionnements de la société urbaine. Besoin de renouveau.